Bah, je pense en fait qu'il faut qu'on soit sincère entre nous. Le Togo a toujours quand même joué un rôle pour l'AES, il faut dire la vérité. Euh, que ce soit quand il y a eu les sanctions contre le Mali, quand il voulait attaquer le Niger. Aujourd'hui, il y a un partenariat qui est très très fort. Le Togo aujourd'hui est un partenaire très fiable de l'AES sur tous les plans économiques, par rapport au port. Nos armées font même des exercices ensemble. L'armée burkinabé et l'armée togolaise font des exercices ensemble, font même des missions ensemble. Donc aujourd'hui, le Togo quand même est un partenaire fiable. Donc aujourd'hui, le Togo ne peut pas dire aujourd'hui que l'US il est pour l'Afrique et que voilà, il voit le combat de l'AES. On fait beaucoup de choses au Togo aujourd'hui par rapport aujourd'hui à cette unité africaine que les Africains doivent voler d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, le Togo ne peut pas s'asseoir et voir que Damiba est fortement aujourd'hui impliqué dans une tentative de déstabilisation du Burkina Faso et dire qu'il va garder le même Damiba. Sinon, le Togo même sera remis en cause dans cette affaire-là. Et on voit que... Qu'est-ce que je voulais ajouter sur le Togo? Ah oui, que le ministre des Affaires étrangères togolais laisse la porte ouverte à une possible adhésion à l'AES. Hein. C'est quelque chose qui est... alors, je sais pas si c'est pour le court terme, mais la porte reste ouverte. Voilà. Bien sûr, en fait, aujourd'hui, l'AES aujourd'hui, c'est la nouvelle dynamite. C'est la nouvelle dynamite vraiment souveraine de la sous-région. Tous ceux qui ont contesté l'AES aujourd'hui sont face aux réalités. Aujourd'hui, l'AES est reconnu par l'Union européenne, par toutes ces choses-là. Ceux qui n'y croyaient pas aujourd'hui, ils peuvent que croire à l'AES parce que c'est du concret. Et l'AES aujourd'hui, c'est souverain. L'AES est capable de faire quelque chose que la CEDEAO n'arrive pas à faire, par exemple. La CEDEAO qui n'arrive même pas à mettre en place aujourd'hui une force de 1000 hommes. Ils en sont où encore avec leur force en attente qui n'arrive jamais pour 15 pays? On parle de 1000 hommes. L'AES qui parle quand même de 6000 hommes. L'AES qui a déjà sorti son équipement militaire, qui a remis l'étendard, qui a sa force qui est déjà opérationnelle pour faire les missions. Donc ça avance à 1000 à l'heure dans l'AES en fait. Et c'est vraiment une intégration africaine. Voilà. Donc c'est pour les Africains, voilà, mais pour les Africains dire. Et l'AES quand même reste ouvert, que ce soit pour partenariat, pour certains volets, et puis voilà, pourquoi pas adhérer des pays, mais plus tard. Vraiment, pour l'instant, moi je pense qu'il faut quand même consolider les choses entre voilà, les trois nations. Il y a encore beaucoup de choses. On a posé quand même toutes les souches, les jalons, ce qui avait le plus important. Fondation. Et voilà, il faut que les gens se mettent dans la tête aussi que quand on veut rentrer dans l'AES, l'AES c'est pas une organisation aujourd'hui qui va en rester un statut de confédération. La personne qui voudra rentrer dans l'AES, il faut qu'elle se prépare à devenir aujourd'hui faire partie d'une fédération. Parce que c'est le point final qui est cherché aujourd'hui par les pays de l'AES. Alors, autre actualité liée au Niger encore, c'est cette semaine le président algérien qui a repris contact avec le président Tiani et voilà vraiment une tentative de réchauffement, de rapprochement avec les ambassadeurs respectifs qui reprennent leur place à Alger et Niamey. Comment est-ce que tu interprètes ça? Parce que je rappelle un peu le contexte, hein, c'était dans le cadre de l'abattage d'un drone malien à la frontière avec l'Algérie que justement les ambassadeurs de chacun des pays de l'AES s'étaient retirés d'Alger et inversement, enfin et pareil de l'autre côté. Et donc là on voit Tebboune essayer de se rapprocher de Niamey pour reprendre contact avec l'AES. Qu'est-ce que tu penses, enfin d'après toi, qu'est-ce qu'il recherche avec tout ça? Bon après, moi déjà pour moi il y a aucun problème parce que en fait je dirais qu'entre les trois quand même pays de l'AES, il y a toujours des concertations. Il n'y a aucune décision qui est prise lorsqu'elle peut nuire. Voilà. Aucune décision qui sera prise qui pourra nuire à un pays de l'AES. Donc je pense que c'est après concertation, après tout ça entre les trois chefs d'État, je pense qu'ils n'ont pas trouvé quand même de problème à ce que les ambassadeurs y retournent. L'AES c'est quand même on est encore au stade de confédération. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui par exemple s'il n'y a pas l'ambassadeur du Bénin au Niger, l'ambassadeur du Bénin peut se retrouver au Mali. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui les tensions quand même avec l'Algérie, même si on a toujours l'œil sur eux, ont un peu chuté. Ok, il y a quand même un projet et peut-être même d'autres projets. Donc moi je trouve pas quelque chose, mais en tout cas pour dire qu'il va rentrer dans l'AES
avec le président Tchani, je pense que c'est très mal connaître le président Tchani. Comme il dit d'ailleurs qu'il l'a invité à venir, voilà, connaissant le président Tchani, il n'ira pas en Algérie. Président Tchani, t'as dit quoi? Il n'ira pas? Il n'ira pas en Algérie. Voilà, il faut que l'Algérie comprenne que aussi que eux c'est comme la France. Nous on n'est plus les pays aujourd'hui, on nous dit faites ci, ça, venez. Non, je pense que le président algérien, s'il se dit africain, il aime tant l'Afrique, il n'a qu'à commencer à voyager en Afrique. Il ne voyage pas du tout en Afrique. Ça fait combien d'années au pouvoir? Il a fait combien de visites? Je pense qu'il n'a pas dépassé 4 pays maximum. Je crois qu'il a été dans les pays du Maghreb, quelques pays du Maghreb, et peut-être un pays africain subsaharien ou bien même 0. Voilà. Donc il faut qu'il comprenne aussi que s'il aime tant l'Afrique, que s'il a besoin du général Tchani, c'est un chef d'État, ouais, lui aussi il peut venir le rendre une visite amicale et puis c'est tout. En parlant de visite, tu vois un petit peu comment j'arrive à enchaîner, à faire les transitions. C'est le ministre des Affaires étrangères burkinabé qui est reçu en ce moment à Moscou. Il est du 12 au 14, donc voilà, on est le 13. Il part demain. Donc il a rencontré son homologue Lavrov. Et voilà, ça montre, sachant que la dernière fois, c'était il y a moins d'un an qu'ils sont venus, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES. C'était mai ou juin de l'année dernière, avril, enfin voilà, il y a vraiment moins d'un an, donc on sent que c'est une dynamique qui continue. Et d'ailleurs, encore à l'issue de leur rencontre, Sergei Lavrov a dit que voilà, tout l'agenda bilatéral qui est en train d'être mis en place, eh bien il sera encore confirmé. En gros, qu'ils attendent une visite d'Ibrahim Traoré pour continuer à travailler cet agenda bilatéral. Et quand on parle bilatéral avec le Burkina Faso, on parle également de l'AES. Donc un déplacement important encore. Je pense que oui, c'était la logique. Je pense que de toute façon, on en avait parlé. Il y avait déjà beaucoup sur ce niveau-là. Le Mali avait déjà signé, par exemple, on avait créé une commission, si je ne me trompe pas, aussi intergouvernementale, des ministres, voilà, gouvernementale. Donc c'est la logique aussi pour le Burkina et pour le Niger aussi, forcément. Donc on arrive vraiment au même niveau de coopération aussi, et puis tout en gardant le cadre aussi de la Confédération. Donc c'est logique, voilà, qu'on en arrive là. D'ailleurs, si tu as vu toi-même, le général d'armée Assimi Goïta a été en visite officielle récemment en Russie. C'était au mois de juin, oui. Donc, on peut consolider tout ça au mois de juin. Et aussi dans le cadre en tant que président de la Confédération des États du Sahel. Donc, c'est important, il faut consolider, il faut signer, il faut voir tout ce qui est important pour les deux pays et puis ratifier tout ça. À noter également, je l'ai rencontré cette semaine, le chef de la communication d'Assimi Goïta qui était à Moscou cette semaine. Donc voilà, à plusieurs niveaux, on a des déplacements, des rencontres, et voilà, c'est ça qui fait avancer les agendas bilatéraux. Exactement, il faut garder toujours ce cap, et en plus, on l'a vu sur le plan diplomatique aujourd'hui. Franchement, on a vu le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, qui a fait un discours vraiment remarquable sur le rôle que jouent aujourd'hui ces pays impérialistes, dont la France aujourd'hui, qui veut déstabiliser, qui veut faire tomber les régimes aujourd'hui et les dirigeants qui ne vont pas dans son sens. Donc aujourd'hui, il faut que ces pays, en tout cas tout ce qui est sud global, continuent à se soutenir. Les pays aujourd'hui qui veulent aller vers ce monde multipolaire, on continue à se soutenir sur le plan diplomatique, parler d'une même voix. Et puis voilà, imposer ce qu'on va imposer aujourd'hui, pour faire basculer les choses. J'ai encore un sujet que j'ai noté ici sur ma petite feuille que je voulais évoquer avec toi, c'est ce qui s'est passé en Mauritanie ces quelques derniers jours avec leur conférence africaine pour la paix, avec leur prix 2026 qui a été remis à Mahamat Idriss Déby pour la transition après la mort de son père, avec l'accueil des réfugiés, très bien. Mais à l'occasion de cette conférence africaine pour la paix, il y a également eu un appel lancé par l'imam Dicko. Alors, est-ce que tu peux me parler davantage de ce personnage? Alors, bon, moi je dirais même plus que c'est moi, je dirais pas l'imam. Tu sais, je dirais c'est quelqu'un qui aujourd'hui cache derrière le statut d'imam, mais qui passe plus de temps à foutre le trouble aujourd'hui que faire son rôle d'imam dans la mosquée. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui, Dicko, c'est un personnage assez connu au Mali. Voilà, quelqu'un qui avait une forte influence
mais quelqu'un aussi qui a toujours joué ce rôle-là à combattre tous les régimes. Diko, c'est un multirécidiviste en fait. Il a combattu Moussa Traoré, il a combattu Alpha, il a combattu ATT, il a combattu Ibeka, et maintenant il veut combattre Assimi Goïta. Lui, il a toujours été dans ce rôle-là, son rôle farfelu, c'est le rôle qui se gère de... En fait, il se prend un peu comme le Mollah, en fait. Je pense qu'il veut installer, il veut être le guide, en fait. Il veut faire comme ce qui se passe en Iran, une genre de personne qui va monter en puissance et qui va diriger le pays. Malgré les dirigeants, c'est lui qui prendra les décisions. Diko, c'est quand même quelqu'un qui a imposé des ministres, des premiers ministres, qui prenait les décisions, qui a quand même dit à un moment au général d'armée Assimi Goïta, si vous prenez un premier ministre, informez-moi. Informez-moi, si vous ne m'informez pas, je vais vous combattre. Donc le même Diko aujourd'hui, il joue un rôle majeur qui défend, moi je dirais, les intérêts de l'Algérie. Le Diko qui voulait en tout cas une place où je veux bien avoir une certaine capacité de gérer, d'avoir la main, peut-être même pourquoi devenir le président du Mali. Aujourd'hui, il a été balayé par la nouvelle génération qui est là. Nous, avec le général d'armée Assimi Goïta, on a décidé de prendre un chemin. Voilà, chacun à sa place en fait. Stop. On en a marre aujourd'hui que les personnes qui viennent, qui disent qu'ils sont imams, qui jouent d'autres rôles et qui déstabilisent forcément les États. Donc du coup, aujourd'hui, il est en Algérie depuis un certain moment. Il est parti en exil tout seul parce qu'il était au Mali. Il est sorti, soi-disant qu'il est parti se soigner. Et bizarrement, on ne l'a plus vu en fait. Donc il est parti là-bas, il parle au nom, il rencontre des rebelles là-bas, il va jusqu'à rencontrer le chef d'État de l'Algérie, limite, c'est comme si c'est lui qui représentait le Mali. Et nous on dit non, la jeunesse ici au Mali on dit non. Diko n'est pas notre chef d'État. Diko c'est un citoyen malien comme tout le monde. Donc aujourd'hui, il a créé aujourd'hui, bien il fait partie d'une coalition bidon qui existe encore, qui a été créée encore à partir de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Une coalition qui se dit aujourd'hui, opposante, ok, qui est même alliée aux terroristes pour déstabiliser le Mali. Donc on est à ce point-là aujourd'hui. Voilà. Donc c'est là que nous, Diko, pour nous, comme on dit, c'est un non-lieu. Le général d'armée Assimi Goïta ne l'a jamais empêché de venir au Mali. Aucune autorité a dit que Diko ne pouvait pas venir au Mali. Mais Diko, même, il sait ce qu'il attend ici. Je pense que le peuple malien l'attend de pied ferme. Voilà, parce que le peuple malien refuse aujourd'hui la trahison. Et puis voilà, quand on voit que l'Algérie est là à nous attaquer, que Diko il est là-bas, il s'en réjouit. Et tout le temps, il sort, il frappe. Tout le temps, il sort avec des discours farfelus. Il sort à chaque fois, il fait des sorties ratées, comme au moment où il y avait le sommet des chefs d'État de l'AES. Il est encore sorti, il a parlé. Il disait qu'on l'a empêché de rentrer. Personne ne l'a empêché. Je pense que Diko, aujourd'hui, il est paniqué à son âge. Il a plus peur de la réaction du peuple que même des dirigeants. Voilà, parce que le général d'armée Assimi Goïta, il a été clair. Au moment où on a eu le dialogue intermalien, il a été clair. Il a dit, ça c'est une porte d'entrée pour tout le monde. Vous pouvez revenir à la nation. Ceux qui ont fait des bêtises, rapprochez-vous des légitimités traditionnelles des autres personnes. Déposez les armes et revenez à la nation. Tout le monde est le bienvenu et tout ce qui se passe, on l'arrangera entre nous. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais ils ont d'autres choses derrière la tête. Diko joue l'agenda de l'Algérie et en même temps la France. Donc voilà. Aujourd'hui, il nous dit de partir en négociation. Il nous dit soi-disant qu'il y a l'armée d'un côté, il y a les groupes armés, parce qu'aujourd'hui, c'est même plus des terroristes. Tu as vu à quel point ils sont en train de les nettoyer? Ils sont en train de faire un travail de fond. On dit des groupes armés. On ne dit plus des terroristes, on ne dit plus rien du tout. On change le narratif, ce sont des groupes armés. En gros, on peut parler avec eux. C'est ce qu'ils défendent, c'est le dialogue avec tout le monde. Exactement. Alors qu'il a été là avant que le général d'armée Assimi Goïta, il arrive, il y avait un dialogue. Est-ce que ça les a empêchés d'arrêter les attaques? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'ils ont posé les armes? Est-ce qu'ils sont revenus à la raison? Non, parce que nous, on a compris aujourd'hui. On n'est plus cette jeunesse-là qu'on manipule. Nous, on sait qu'aujourd'hui, ce sont des mercenaires téléguidés qui ne prennent aucune décision. Ce sont des mercenaires téléguidés qui ne prennent aucune décision. Et ça, tout le monde est au courant. Voilà. Donc, ce sont des mercenaires téléguidés qui ne prennent aucune décision. Ils n'ont pas le contrôle. Donc, dit qu'il veut qu'on négocie avec qui. Mais on sait qu'il joue ce rôle-là pour faire montrer que lui, il est bienfaiteur, il peut rassembler. C'est la même chose qu'il a toujours fait. Il a trahi Ibeka,
il a trahi ATT, il a toujours trahi les chefs d'État. Donc aujourd'hui, nous, Diko, on l'attend depuis ferme, on le répète encore, c'est pas entre lui et le général d'armée Assimi Goïta, c'est entre lui et le peuple malien. Nous l'attendons de pied ferme. Qui rentre chez lui, il n'y a personne qui l'a empêché de rentrer. Sur le point de négociation, quand il dit que c'est entre l'armée et les groupes armés, non, 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 non. L'armée, c'est le peuple. Le peuple, c'est l'armée. On fait qu'un aujourd'hui. C'est l'armée, le peuple contre tous les ennemis de la nation. Voilà, dites, on va dire à Diko qu'il a déjà échoué, son plan de déstabilisation a échoué et qu'il n'y a personne qui le soutient au Mali ici. Juste pour terminer sur Diko, moi ce qui m'a interpellé en fait c'est là aujourd'hui tu tapes Imam Diko sur Google, tu trouves pléthore d'articles genre l'Imam Diko livre son appel en exclusivité à RFI, France 24, je sais plus, Jeune Afrique qui disait que c'est un homme très influent dans le Sahel, enfin toutes sortes de choses, alors que le reste du temps c'est pas quelqu'un qui a une telle popularité, enfin d'après ce que je peux voir, d'après moi je suis observateur externe, c'est à toi de me dire si je me trompe, mais j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de dissonance là-dessus. En fait, tu sais, la France pense qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé en Syrie. Il faut que la France, elle sorte de son film, en fait. Elle sort de son film, en fait. Elle sort de ce film-là, en fait. Le Mali, c'est pas la Syrie. Ok? Le Mali, c'est pas l'Afghanistan. La France, elle voit des expériences ailleurs et elle pense qu'elle peut les impliquer au Mali. Oui. Aujourd'hui, elle cherche quelqu'un qui veut le légitimer. Aujourd'hui, nettoyer les groupes armés terreau et faire en sorte que ce sont des repentis. Ça ne marche pas au Mali. Le Mali, aujourd'hui, c'est un pays souverain, un pays prêt à se battre. C'est dans ce narratif de toujours nettoyer, faire passer, manipuler l'opinion, faire penser que cette personne-là, elle est tellement puissante. Tromper, ça, c'est chez eux seulement. Ici, au Mali, tout le monde connaît. Tout le monde connaît la mentalité, la pensée des Maliens. Est-ce que les Maliens ils pensent de Diko aujourd'hui? Il n'est pas influent ici au Mali. Il n'est pas influent. S'il est si influent que ça, qu'il vienne. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. S'il pense que Diko il est si influent que ça, qu'il revienne dans son pays. Ils veulent nous pousser, soi-disant, en négociation avec ces groupes armés pour chasser nos leaders. Non, on a compris. On a tout compris. On connaît les traites de la nation aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Voilà. Diko n'est pas influent ici au Mali. Diko, il a trahi la jeunesse. Tous les gens qui avaient confiance en Diko, ils ont été trahis par le même Diko. Et on a compris son jour aujourd'hui, c'était vraiment de jouer le rôle de l'impérialiste. Et qui sortent aujourd'hui de ce rôle d'imam, qui viennent vraiment sur le terrain